Si tu aimes les objets anciens, les belles maisons et les vidéos où tout semble raffiné jusqu'au moment où quelque chose se met à regarder derrière le verre, abonne-toi, laisse un like et reste jusqu'au bout. Parce qu'il existe des trouvailles qu'on ne ramène pas chez soi pour les filmer. On les ramène pour leur offrir un corps, un décor et assez de lumière pour qu'elles puissent enfin recommencer à travailler. Je n'aurais jamais dû acheter cette poupée. Je pourrais m'arrêter là et te dire que tout a commencé au marché aux puces, qu'un vieux vendeur m'a menti ou averti, que la maison où j'ai séjourné portait déjà sa propre malédiction, et qu'au fond, le problème n'était pas la poupée, mais moi, ma manie de toujours vouloir transformer l'étrange en contenu. Tout ça serait vrai. Tout ça serait aussi trop simple. La vérité, c'est que lorsque je l'ai vue pour la première fois, je l'ai trouvée belle. Pas belle au sens enfantin. Pas jolie comme une poupée qu'on offre ou qu'on collectionne. Belle comme certains objets anciens le sont quand ils ont survécu au temps avec un peu trop de présence. Le genre de beauté qui te donne tout de suite envie de cadrer, d'éclairer, d'expliquer. Comme si la caméra pouvait te protéger du fait que quelque chose, en retour, te choisit aussi. Je tournais alors une série de vidéos assez propres sur les objets rares, les intérieurs oubliés, les marchés d'antiquités, les demeures louées pour des shootings. Mon public venait chercher du vieux bois, des miroirs piqués, de la poussière élégante et des anecdotes historiques racontées d'une voix calme. J'avais compris depuis longtemps qu'il existe un public pour la peur, oui, mais qu'il existe aussi un public plus large encore pour la beauté légèrement abîmée. Les fauteuils éventrés, les porcelaines fêlées, les couloirs où le papier peint se décolle, les boîtes à couture remplies d'aiguilles rouillées et de rubans fanés. Tout ce qui donne l'impression qu'un lieu a été quitté trop vite par des gens qui avaient du goût. Le marché en question se tenait en périphérie de Lyon, dans une ancienne halle couverte où les exposants débordaient jusque sous les auvents, entre les vieux outils, les lustres démontés, les tableaux retournés et les piles de linge anciens. J'y étais allé pour filmer quelques trouvailles de saison, rien de plus. Un gomme-mouche en verre soufflé, des miniatures sous cadre bombé, une boîte à gants brodée au fil d'argent. Le matin était gris, parfait pour faire ressortir les dorures usées et le velours fané. J'avais déjà tourné assez de matière pour une introduction quand je l'ai aperçue sous un dôme de verre, au fond d'un stand étroit, tenu par un homme que je n'ai jamais revu ensuite. Elle mesurait à peine 40 cm. Tête de porcelaine mate, visage très fin, yeux bleu pâle peints avec une précision presque trop humaine, bouche fermée sur une expression impossible à lire entre la réserve et le mépris. Ses cheveux, vrais ou imités à la perfection, étaient coiffés en rouleaux poudrés, maintenus par un ruban devenu ivoire avec le temps. Son corps n'était pas celui d'une poupée d'enfant. C'était un mannequin articulé, pensé pour montrer des tissus, des plis, des coupes. Les bras très minces, les mains longues, les doigts séparés avec une finesse qui les rendait presque obscènes. Et surtout, la robe. Une robe miniature d'une complexité absurde. Corsage baleiné, petites manches de soie crème, jupe supérieure relevée par des rubans fanés, dessous de satin rose très pâli, et sur toute la surface, des points minuscules, incroyablement réguliers, qu'aucune machine moderne n'aurait eu intérêt à imiter. Ce n'était pas une poupée habillée, c'était un modèle de couture, une silhouette d'atelier. J'ai demandé au vendeur ce que c'était. Il n'a pas répondu tout de suite. Il regardait la poupée comme s'il n'aimait pas qu'on la fasse parler par-dessus lui. On m'a dit qu'elle venait d'une modiste liée à la cour, a-t-il fini par dire. Une femme qui travaillait pour une femme plus célèbre qu'elle. Marie-Antoinette ? Ai-je demandé en souriant. C'est l'histoire qu'on raconte. Donc, une histoire fausse.
Toutes les histoires sont fausses au début. Ensuite, certaines vieillissent mieux que les autres. Je lui ai demandé la date. Il a haussé les épaules. Fin 18e pour la tête, peut-être retaillé au 19e. Le socle, plus tardif. Le dôme, remplacé. Il parlait d'elle comme d'un assemblage qui aurait traversé plusieurs mains et plusieurs vies. Puis il a ajouté quelque chose qui, sur le moment, m'a paru seulement vendeur et un peu théâtral. Ce n'était pas un jouet. On s'en servait pour préparer des robes avant de les faire à taille humaine. On disait qu'elle comprenait mieux la coupe qu'un dessin. J'ai ri. Il n'a pas ri. « Vous filmez les objets ?» a-t-il demandé. J'ai dit oui. « Alors me la placez jamais près de votre lit. » Tu sais comme certains détails deviennent immenses seulement plus tard. Sur le marché, cette phrase glisse facilement sous le reste. Le prix, la provenance supposée, l'état du tissu, la possibilité d'une bonne séquence vidéo. Je lui ai demandé si l'avertissement était inclus dans le tarif. Il a simplement nommé une somme assez basse pour que je me méfie et assez raisonnable pour que je paye quand même. Je suis reparti avec elle emballée dans du papier de soie gris, le dôme de verre séparé, le tout rangé au milieu de mes autres trouvailles. J'aurais pu la laisser dans mon appartement, me contenter de la filmer à la lumière du studio. Mais j'avais mieux. 3 jours plus tôt, j'avais obtenu l'autorisation de tourner dans une propriété semi-abandonnée à l'ouest de Lyon. Un ancien domaine familial, racheté, jamais vraiment rénové, mis en location pour des séances photos et des tournages, à condition qu'on n'utilise que certaines pièces. Une maison presque parfaite pour ce genre d'objet. Des boiseries bleu-gris, des escaliers usés, des draps sur les meubles, un grand atelier de couture oublié au dernier étage selon l'agence, fermé depuis des années, mais laissé tel quel, pour le cachet. Je me suis dit que la vidéo se construirait toute seule. C'est exactement ce qu'elle a fait. Le domaine se trouvait au bout d'une année bordée de tilleuls mal entretenus, derrière une grille trop lourde pour n'avoir plus de gardien. Vu de loin, il avait encore de l'élégance. Vu de près, tout était fatigué. La pierre grise marquée de coulures noires, les ferronneries piquées, les vitres un peu opaques, les marches mangées par la mousse, les volets fermés sur la moitié de la façade. À l'intérieur, pourtant, c'était magnifique. Vaste vestibule carrelé noir et blanc, salon d'apparat avec 2 canapés recouverts de housse, salle à manger aux murs tendus de soie passée, escalier central tournant sous un lustre qui n'éclairait plus rien. Partout des textiles, rideaux lourds, galons, passementeries, coussins dégonflés, dossiers de chaises enveloppés de toile, linge empilé dans des armoires. Une maison qui donnait l'impression d'avoir été abandonnée par les gens incapables de jeter quoi que ce soit de beau. J'ai commencé à filmer dès l'entrée. Mes plans d'introduction sont encore les plus trompeurs. Je parle doucement de lumière d'automne, de mémoire textile, de ce lien particulier entre les vêtements, les maisons et les corps absents. Je sors la poupée du papier de soie avec des gestes presque tendres. Je la pose d'abord sur une console du vestibule, sous son dôme, avec derrière elle un miroir piqué qui multiplie sa silhouette. Je fais un plan serré sur ses mains, un autre sur les détails de la robe, un dernier sur la porcelaine de sa joue à travers le verre. Tout est exactement comme je le voulais, chic, froid, parfaitement composable. Le premier détail anormal apparaît à 14 minutes 27 dans les rushs. À ce moment-là, je suis dans le salon bleu, en train de filmer un carnet de mode trouvé dans un tiroir du secrétaire. La poupée a été laissée dans le vestibule, derrière moi, à au moins 2 pièces de distance. J'explique à la caméra que ce type d'objet servait parfois à présenter des variations de manches, de nœuds ou de silhouettes aux clientes fortunées. Puis j'interromps ma phrase. Je tourne légèrement la tête et je ris tout seul. J'ai l'impression qu'elle me regarde d'ici. C'est dit sur le ton de la blague. Rien d'autre. J'oublie la phrase aussitôt. Un quart d'heure plus tard, je reviens dans le vestibule pour récupérer un pied de lampe. La poupée est toujours sur la console, sauf qu'elle n'est plus orientée comme je l'avais laissée. Je m'en souviens avec certitude
parce que j'avais cherché un angle où son profil gauche ressortait mieux dans le miroir. Là, elle me fait face. Pas de trois quarts, pas vaguement. Face à moi. Je prends la chose avec humour. Je dis à la caméra que j'ai dû la tourner sans y penser. Je la remets de profil, très consciemment cette fois, et je monte installer mon matériel dans la chambre verte, à l'étage. Puis je filme le lit à baldaquin, les rideaux effondrés, les fleurs séchées sur la cheminée. Au bout de quelques minutes, au moment où je recule pour un plan large, mon objectif accroche quelque chose dans le coin du cadre. Le dôme de verre. La poupée se trouve maintenant sur la coiffeuse, derrière moi. Je me retourne si vite que l'image se tord. Elle est bien là, sous son verre, posée exactement au centre du meuble, comme si je l'y avais installée pour le plan. Et encore une fois, elle me fait face. J'ai d'abord pensé à une erreur de mémoire un peu ridicule. J'ai même repris le plan en commentant que les longues journées de tournage me rendent parfois plus théâtrale que je ne l'assume. Mais à l'intérieur, quelque chose avait déjà changé. Pas encore la peur, plutôt cette sensation minuscule qu'un objet, une pièce, un lieu refuse gentiment votre version des faits. J'ai fini le premier après-midi malgré tout. Je l'ai même plutôt bien fini. Les images étaient superbes. Le domaine offrait tout ce qu'un vlog visuel peut rêver. Reflets, velours, lumière rasante, éclat de dorure. J'ai déplacé la poupée plusieurs fois pour les besoins du cadre, sur une cheminée, dans une niche, au pied d'un mannequin de couture déhoussé au dernier étage. Chaque fois, je prenais soin de noter mentalement son orientation. Chaque fois, quelques plans plus tard, elle semblait revenue face à moi. Le soir, je me suis dit ce que tout le monde se dit dans ce genre de situation, quand elle est encore racontable. Fatigue, distraction, répétition des gestes, biais perceptifs. Le cerveau adore construire du mystère avec des détails qu'il oublie lui-même d'avoir produits. J'ai pris une douche, mangé debout dans la cuisine secondaire, puis j'ai décidé de laisser la poupée au rez-de-chaussée, dans le salon bleu, bien en évidence sur une table ronde. Je l'ai filmée une dernière fois pour preuve, face à la fenêtre, dos à la porte. Ensuite, je suis monté me coucher dans la chambre verte. Je n'ai pas dormi tout de suite. Pas par peur, à cause de la maison. Les grandes maisons presque vides ne connaissent pas le silence normal. Elles craquent, respirent, travaillent, se tassent. Les tuyaux frappent, les boiseries se répandent, les courants d'air passent sous des portes qu'on croyait closes. Cette vie matérielle m'a toujours plu. Ce soir-là pourtant, chaque bruit semblait surjouer sa nature. Trop régulier, trop placé. J'ai fini par m'assoupir vers 1h. Je me suis réveillé parce que quelque chose piquait sous ma joue. Pas fortement, une gêne nette, localisée. J'ai tâtonné dans l'obscurité et senti aussitôt une aiguille. Une vraie aiguille de couture. Fine, longue, enfoncée à demi dans l'oreiller. Je l'ai retirée d'un coup et allumé la lampe de chevet. Le lit portait 3 autres aiguilles, posées presque parallèlement sur le drap. Je me suis levé tellement vite que j'ai renversé le verre d'eau. La chambre était vide. Porte fermée, fenêtre verrouillée. Aucun bruit de pas. Aucune présence. Seulement ces aiguilles, brillantes, calmes, comme si quelqu'un les avait disposées avec soin pendant mon sommeil. J'ai fouillé la pièce entière. Rien. Puis j'ai eu la pensée la plus idiote possible dans ce contexte. La poupée. Je suis descendu avec ma lampe. Le salon bleu était vide de tout, sauf des meubles recouverts et de la table ronde au centre. Le dôme de verre s'y trouvait encore. Mais la poupée n'était plus sous le verre. Je peux encore sentir le moment exact
où mon cerveau a cessé de produire des explications normales avec l'enthousiasme des premières heures. Il a continué à en chercher, bien sûr, mais comme on fouille un tiroir déjà vidé. Blague d'un régisseur? Impossible, j'étais seul avec les clés. Mauvaise manipulation? Non. Somnambulisme? Peut-être. Mais les aiguilles? Le déplacement du dôme? L'impression de quelque chose d'organisé? J'ai appelé le nom du propriétaire par pur réflexe, comme si quelqu'un pouvait se cacher derrière une porte du domaine. Pas de réponse. Seulement le bois, la maison, le souffle léger des pièces. Puis ma lampe a accroché le miroir du vestibule. La poupée se tenait dedans. Pas dans le miroir seulement, évidemment. Sur la console, à la même place que l'après-midi. Mais comme je me trouvais dans l'angle du couloir, je l'ai vue d'abord par reflet. Une petite silhouette sous le verre, tournée droit vers la porte par laquelle je venais d'entrer. Donc vers moi, avant même que je n'apparaisse dans la pièce. Je me suis approché très lentement. Elle portait quelque chose que je ne lui avais pas vu le matin. Un mince ruban ivoire autour du poignet gauche, cousu en rosette. Je suis resté là au moins 1 minute à la regarder, une aiguille encore à la main, en essayant de décider si j'étais plus fasciné que terrifié, ou l'inverse. Puis j'ai commis une autre erreur classique. J'ai continué à filmer. J'ai installé la caméra sur trépied face à la console, cadrée sur la poupée. J'ai laissé tourner toute la fin de la nuit, convaincu qu'au moins je forcerais une explication. Soit rien ne se passerait, et je rirais de ma propre mise en scène mentale. Soit quelque chose se produirait vraiment, et j'aurais la preuve qu'il ne s'agissait plus de fatigue. Au matin, la caméra avait enregistré 3h42 de presque rien. Presque. On y voit le vestibule fixe, très sombre, seulement découpé par la veilleuse de l'escalier. Le dôme de verre reflète parfois une variation de lumière. Les draps sur les fauteuils ne bougent pas. La maison craque. De temps en temps, un petit bruit de tissu se fait entendre, difficile à localiser. Puis, à 3h18 exactement, il se passe quelque chose que je ne sais toujours pas expliquer sans utiliser un mot que je déteste dans les récits d'objets maudits. La volonté. La poupée ne tourne pas d'un coup. Ce n'est pas un effet spectaculaire. Son buste se réoriente par petites secousses presque invisibles, comme si les articulations résistaient. 1 degré. Encore un peu. Puis les bras changent eux aussi de position, de manière infime, juste assez pour que les mains viennent plus près du devant du corsage. Enfin la tête. Lentement. Très lentement. Quand le mouvement s'arrête, elle fait face à la caméra. À moi futur donc, à la personne qui regardera les images. J'ai regardé cette séquence une 20aine de fois. Chaque vision me donnait plus froid que la précédente, non parce qu'elle prouvait un mouvement, mais parce qu'elle montrait une patience. Aucun bond, aucun effet, juste la certitude qu'elle n'était pas pressée. J'aurais dû quitter le domaine ce matin-là. À la place, j'ai fait ce que font tous les gens trop attachés à leur propre récit quand celui-ci devient enfin réel. J'ai poursuivi. Je me suis dit qu'il était hors de question d'abandonner la vidéo au moment même où elle passait d'esthétique à inexplicable. J'ai rangé mes aiguilles dans une boîte en métal. J'ai gardé la poupée sous son dôme, mais je l'ai déplacée dans l'atelier du dernier étage, cette grande pièce fermée que je n'avais fait qu'entrevoir la veille. Je voulais la confronter au contexte, aux vieux tissus, aux mannequins, aux choses de couture. Je crois que je voulais aussi, sans me l'avouer, l'offenser un peu. Lui rappeler qu'elle n'était qu'un objet parmi d'autres beaux débris du passé. L'atelier occupait toute la longueur des combles. Verrière sale côté nord, table de coupe, grands ciseaux, boîte à épingles,
mannequins de bois et de toile au torse piqué, rouleaux de tissu durcis par le temps, malles remplis de dentelles. C'était la plus belle pièce de la maison et la plus malsaine sans le savoir encore. Tout y tenait de la mesure du corps, des bustes, des tailles, des pinces, des plis, des patrons suspendus. Même l'air semblait composé de poussière textile et de craie. J'y ai trouvé les carnets, 6 cahiers reliés de cuir, rangés dans un tiroir de table de coupe, avec des échantillons de soie glissés entre les pages. Pas de nom en couverture, mais plusieurs signatures abrégées à l'intérieur. A.V. Les notes parlaient de taille, de commande, de tissu rare, puis dérivaient vers quelque chose de plus intime, de plus technique, de plus malade. On y trouvait des croquis de robes annotés non par rapport au tissu seulement, mais par rapport à la peau. Tiens mieux sur matière chaude. Le point doit suivre la ligne de tension naturelle. Ne jamais couper froid. J'ai d'abord cru à des métaphores d'atelier, à cette manière excessive qu'avaient certains artisans d'écrire le vivant des matières. Plus j'ai tourné une page et vu le dessin. Une silhouette féminine, mais écorchée par zones, comme dans un manuel anatomique. Les pièces d'une robe y étaient superposées en transparence, chaque panneau de tissu correspondant à une partie précise du corps. Épaules, flancs, bas du dos, intérieur du bras. La légende ne parlait pas de satin ou de taffetas. Elle parlait de souplesse, d'épaisseur, de finesse, de peau jeune sans marque. Je me suis assis sur le tabouret de coupe sans m'en rendre compte. Le carnet m'échappait presque des doigts. Une partie de moi voulait refermer, partir, tout laisser là. L'autre partie, plus honteuse, plus professionnelle peut-être, comprenait déjà la force effroyable du récit que j'avais entre les mains. Une modiste liée à la cour, ou à ceux qui l'imitaient plus tard, un mannequin miniature, un domaine d'atelier abandonné, des notes évoquant des robes conçues sur matière vivante. Le genre d'histoire trop parfaite pour être saine. J'ai continué à lire. À mesure que les pages avançaient, le style se dégradait. Moins de commandes, plus de ressentiment, plus de fascination pour le corps comme support supérieur au textile. Une phrase revenait plusieurs fois sous des variantes différentes. Le tissu ment. La peau obéit. Puis encore. Les mannequins sont trop froids. Il faut une forme qui se souvienne du vivant. Et enfin, dans une écriture plus serrée, presque tremblée, la petite comprend la coupe avant moi. Il suffit de l'habiller d'abord, puis de suivre son patron. La petite. Je n'avais plus besoin d'explication. Je me suis levé brusquement pour regarder la poupée sous son dôme, posée au bout de la table de coupe. Elle me faisait face, évidemment. Et cette fois, le détail nouveau n'était pas un ruban. Une manche. Sur le bras gauche, là où la veille il n'y avait qu'un tissu crème simple, s'ajoutait maintenant une surmanche de mousseline perlée de points minuscules. Une pièce complète, neuve, parfaitement ajustée au modèle ancien. Je crois que j'ai ri nerveusement à ce moment-là. Pas par bravade, parce que le cerveau, quand il se heurte à l'obscène raffiné, choisit parfois le rire avant de tomber plus bas. Je me suis approché, j'ai soulevé le dôme, j'ai touché la nouvelle manche du bout du doigt. Elle n'avait pas la texture du vieux tissu. Elle était souple, plus chaude que le reste, et légèrement humide à l'intérieur du pli. Je l'ai reposée comme on repose la peau d'un fruit mort. À partir de là, la maison a cessé de me laisser distinguer nettement la chronologie de ma peur. Les heures suivantes sont un enchaînement de détails de plus en plus précis,
tous construits sur le même contraste qui me plaisait tant au début. Beauté, élégance, minutie, puis quelque chose de répugnant dans la matière. Des fils de soie tendus entre les poignées de porte à hauteur des genoux. Des épingles plantées dans les accoudoirs recouverts de velours. Un ruban de satin trouvé dans la bonde de la douche, taché d'un rose qui n'était pas de teinture. Une dentelle ancienne posée sur la table du petit déjeuner, avec au centre 3 gouttes de sang déjà séchées. Des ciseaux de modiste ouverts au pied de mon lit, orientés comme une paire de jambes. Et sur ma peau, les marques. D'abord 2 petits points derrière l'épaule droite, trop réguliers pour être des piqûres d'insectes. Puis une ligne très fine au flanc, comme tracée par une pointe sans avoir vraiment entamé la chair. Puis encore, au réveil, 4 petits trous symétriques au-dessus du sternum, espacés comme les repères qu'on fait avant une couture. J'ai commencé à filmer moins bien. C'est visible dans les images. Les premiers plans sont soignés, composés, pensés. Ensuite, tout devient plus brut. Des portes qu'on ouvre trop vite, des zooms ratés, ma respiration qui emplit le micro. Des séquences où je parle à la caméra comme à un témoin plutôt qu'à un public. Je me suis même surpris à demander à voix haute, en montrant les marques de ma poitrine, « C'est quoi le patron, hein ? Tu découpes quoi exactement ?» Comme si la poupée, ou la modiste morte derrière elle, pouvait décemment répondre. La réponse est venue autrement. Au 2e soir, j'ai voulu quitter le domaine. J'ai rangé le matériel dans la voiture, enveloppé la poupée dans une couverture, pris des carnets, fermé les pièces une par une. Tout allait très vite dans mes gestes. La seule idée stable dans ma tête était simple, sortir la chose de là ou l'y abandonner, mais cesser d'être seul avec elle. J'ai traversé le vestibule avec le carton, je l'avais remise. Arrivé à la porte d'entrée, j'ai remarqué que le carton était plus léger. Le dôme de verre était encore dedans. La poupée, non. Je me suis retourné. Elle se tenait en haut de l'escalier, sans dôme, debout, ou du moins plus droite que ce que son socle permettait normalement, posée sur la marche centrale, où je ne l'avais évidemment jamais mise. Les bras légèrement avancés, la tête baissée juste assez pour que ses yeux peints semblent me regarder du dessus. Et surtout la robe. Le corsage avait changé lui aussi. Des panneaux nouveaux s'ajoutaient à la taille, formant une sorte de seconde peau ivoire sur laquelle de minuscules fils rouges dessinaient déjà des coutures courbes. Je me souviens d'avoir regardé la porte, puis la poupée, puis de nouveau la porte. Le plus rationnel, le plus sain, aurait été de sortir quand même, de laisser tout derrière. Mais il existe des peurs qui t'empêchent de tourner le dos. J'ai eu la certitude absurde qu'en franchissant le seuil sans savoir où elle se trouvait exactement après, je laisserais entrer ailleurs quelque chose que je contenais encore, au moins par le regard. Je me suis reposé le carton. Je suis remonté chercher les carnets. Je n'étais plus du tout dans la logique du départ. J'étais dans celle, plus délirante, de la compréhension forcée. Trouver la règle, trouver ce qu'elle voulait, trouver comment briser le processus avant la fin. J'ai passé 1 heure à fouiller l'atelier, la chambre sous comble attenante, les malles, les boîtes, les tiroirs de fil, les mannequins habillés de housse. C'est alors que j'ai découvert la pièce arrière, disséminée derrière une penderie sur roulette qui semblait fixée au mur. Un petit cabinet de couture, ou plutôt de préparation. Plus bas de plafond, sans verrière, avec seulement une fenêtre ronde occultée par un rideau de batiste jauni. Au centre, un mannequin ancien sur pied, entièrement drapé d'une housse de soie grise. Autour, des étagères pleines de bobines, de boîtes, d'aiguilles en sachets de papier, de patrons roulés, de sachets de lavande éventrés. L'odeur y était différente du reste de la maison. Pas seulement poussiéreuse, quelque chose de métallique, de douzâtre, très faible encore, mais assez nette pour me faire penser à une arrière-salle de taxidermiste.
J'ai tiré le premier tiroir du meuble central. Il contenait des petits ciseaux courbes, des dés à coudre, des épingles longues, et ce qui ressemblait à des bandes de soie ivoire soigneusement pliées. J'en ai soulevé une. Ce n'était pas de la soie. La surface était trop mate, trop vivante dans son gras. Plus fine au centre, plus épaisse sur les bords, avec de minuscules pores presque invisibles à la lumière rasante. Je l'ai laissé tomber immédiatement. La vidéo capte très bien le bruit de ma respiration à ce moment-là. Un son de quelqu'un qui ne s'autorise pas encore à nommer ce qu'il a reconnu. Dans le deuxième tiroir, il y avait des feuilles couvertes de mesures, pas de taille de robe, mais mensuration. Épaules, clavicules, tour de cou, largeur de cage thoracique, longueur du bras depuis l'acromion, courbe du flanc. Pas tout exact encore, certaines rayées, corrigées, reprises, mais indiscutablement les miennes. Je les ai comparées à mes notes de tournage pour être sûr que la panique ne me faisait pas lire n'importe quoi. Il y avait même cette irrégularité à l'omoplate gauche dont un kiné m'avait parlé des années plus tôt. Quelqu'un ou quelque chose m'avait pris pour mesure. Je me suis retourné très lentement vers le mannequin recouvert. Je crois que je savais déjà. Je n'ai pas voulu tirer la housse d'un coup. Je l'ai relevé par l'angle, centimètre par centimètre, comme si la lenteur pouvait amortir la révélation. Sous la soie grise, une robe prenait forme. Une vraie robe de grand format. Corsage déjà monté, manches inachevées, longue jupe de panneau pâle encore bâtie au gros fil. La coupe était superbe, tragiquement superbe. Une silhouette de cour, haute à la taille, sculptée au buste, raffinée dans ses plis. Et la matière, pas uniforme, pas tout à fait, parce que certaines zones ressemblaient encore à du satin ancien ou à de la mousseline jaunie. D'autres avaient un grain qu'aucun textile n'aurait dû porter, une tension, une translucidité irrégulière, une façon de refléter la lumière comme la peau le fait quand elle n'a pas été destinée à être tendue ainsi. Je me suis mis à reculer sans bruit. Et j'ai heurté quelque chose derrière moi. Le dôme de verre. Il était posé au sol, juste dans mon dos, comme si on l'avait déplacé là pour me faire comprendre que la poupée n'avait plus besoin d'être exposée. Je me suis retourné. Elle était assise sur la table de coupe de l'atelier, porte ouverte sur la pièce arrière, face à moi. À cette distance, sans le verre, son visage semblait moins peint qu'avant, plus lisse, plus froid, et les yeux pourtant fixes donnaient réellement l'impression d'avoir choisi mon axe. Sa robe était presque terminée, exacte miniature de celle du mannequin, même découpe, même corsage, même manches perlées, même matière ambiguë sur les panneaux du devant. Et dans sa main droite, entre les doigts trop fins de porcelaine, passait un fil rouge tendu jusqu'au sol. Je l'ai suivi des yeux. Le fil entrait sous la porte de la chambre attenante, celle où je dormais. Je me suis souvenu des marques sur ma peau, des aiguilles, des mesures, des petits saignements insignifiants. Quelque chose ne me déshabillait pas. Quelque chose me préparait, morceau par morceau, sans me tuer trop vite, comme un artisan retarde la coupe finale tant qu'il n'est pas sûr de ses ajustements. J'ai arraché le fil d'un geste. Au moment précis où il a cassé, la poupée a basculé de côté, comme une personne qu'on prive d'équilibre. Et pour la première fois depuis le début, un son est sorti d'elle. Pas une voix. Le petit bruit sec d'une articulation qu'on force. J'ai saisi le mannequin par réflexe et l'ai renversé. La robe grandeur nature s'est déployée partiellement au sol. À l'intérieur du corsage, sur l'envers, des lignes de craie rouge dessinaient encore des repères anatomiques. Clavicule, sternum,
ligne d'épaule, flanc gauche. Exactement les zones où ma peau commençait à porter des marques. Je crois que j'ai hurlé à ce moment-là. Pas de peur pure, de dégoût. Un dégoût si fort qu'il casse presque toute pensée organisée. J'ai attrapé le premier objet lourd à ma portée, un buste de couture miniature en fonte, et je l'ai jeté sur la poupée. Elle a manqué. Le buste a fracassé le dôme de verre au sol. Le bruit a résonné dans tout l'atelier comme un coup de feu. Et alors, quelque chose s'est produit dans la maison entière. Pas un tremblement visible, une résonance. Les portes en dessous ont gémi, les boiseries ont répondu, les aiguilles dans les boîtes se sont mises à frissonner les unes contre les autres. Comme si la maison, saturée de couture, de mesures et de textiles, venait de comprendre qu'une pièce essentielle avait été malmenée. Je suis parti en courant. La caméra, toujours allumée, filmait à moitié les marches, mes mains, les pans de mur, les lampes qui tremblaient. Je descendais quand j'ai senti une brûlure violente derrière la nuque. Une vraie, nette. J'ai porté la main. Elle est revenue tachée de sang. Pas une griffure large, une entaille fine et longue, exactement dans l'axe où commencerait la couture d'un col montant. Je n'ai pas osé regarder derrière moi. Dans le vestibule, les portes que j'avais laissées ouvertes battaient très légèrement sans courant d'air perceptible. Les fils tendus entre les poignets vibraient. Sur la console, des bobines s'étaient déroulées d'on ne sait où, filant sur le sol comme un réseau délicat et répugnant. Le beau décor du début n'existait plus. Tout était devenu atelier. Même le salon semblait me mesurer. Même les rideaux paraissaient attendre une coupe. Je suis arrivé à la porte d'entrée, verrouillée. Je jure l'avoir laissée simplement tirée, prête à l'usage. Là, les 3 verrous ajoutés étaient fermés. Pas l'un après l'autre, dans une montée dramatique. Fermés depuis un moment. Comme si la maison avait toujours su qu'elle me garderait pour la dernière séance d'essayage. Je les ai fait sauter un par un. Mes mains glissaient. Derrière moi, dans l'escalier, un bruit de tissu descendait marche après marche. Pas des pas. Plutôt le froissement de plusieurs couches qu'on traîne. J'ai ouvert la porte au moment où quelque chose touchait la dernière marche. Je me suis jeté dehors. L'air du soir m'a paru si froid qu'il m'a presque fait vomir. Le gravier a crissé sous mes chaussures. J'ai couru jusqu'à la voiture. Les clés m'ont échappé 2 fois. La caméra a heurté le siège. J'ai démarré alors même que la porte passager n'était pas complètement fermée. En relevant la tête, juste avant de quitter l'allée, j'ai vu la façade du domaine dans le rétroviseur. À l'une des fenêtres de l'atelier, derrière la verrière sale, une petite silhouette se tenait parfaitement immobile, face à moi. Je n'ai pas arrêté la voiture avant la rocade. Je me suis garé sous l'éclairage violent d'une station-service ouverte, entouré de gens ordinaires, de cafés trop chers, de néons, de bruit, de plastique. Et j'ai eu cette réaction honteuse que beaucoup de survivants connaissent trop bien. J'ai regardé mes images avant d'appeler qui que ce soit. Parce qu'une part de moi voulait encore vérifier. Voir si la caméra confirmait ce que j'avais vécu, ou si, par miracle, tout cela pouvait encore se dégrader en hallucination, en crise de fatigue, en narration incontrôlée. Les images confirmaient tout. Mieux même, elles ajoutaient des choses que je n'avais pas vues sur place. À plusieurs reprises dans l'atelier, la poupée ne se contentait pas de me faire face. Elle semblait légèrement plus proche, entre 2 coupes, alors que la caméra n'avait pas cessé d'enregistrer. Dans la pièce arrière, juste avant que je soulève la housse du mannequin, on voit derrière moi un mouvement minuscule dans le miroir ovale du mur. La tête de la poupée se penche sur quelques degrés, comme un couturier juge une ligne d'épaule. Et surtout, dans la séquence où je brise le fil rouge,
le son capte quelque chose que je n'ai pas entendu à l'oreille nue. Une respiration. Très légère. Pas la mienne. Juste au-dessus du micro, comme si quelqu'un se tenait derrière mon épaule à cet instant-là pour suivre la coupe. J'ai envoyé un message au propriétaire du domaine. Aucun retour. J'ai appelé l'agence. Répondeur. J'ai fini par passer la nuit dans un hôtel au bord d'une sortie d'autoroute, télévision allumée, lampe de salle de bain allumée, tous les trucs ridicules qu'on se reproche soi-même en temps normal. Avant de m'endormir, j'ai pris une dernière douche pour nettoyer le sang séché sur ma nuque, mes épaules, mon torse. Sous la lumière blanche, les marques n'étaient plus des détails. Elles formaient presque un dessin complet. Des lignes fines, des points d'ancrage, des trajectoires courbes. Le patron d'une pièce de vêtements, brassé directement sur ma peau. Le lendemain matin, j'ai contacté une historienne de la mode que je connaissais de loin. Pas en lui racontant toute l'histoire, seulement en lui envoyant des captures des carnets et de la poupée. Elle m'a rappelé 2 heures plus tard. Elle n'a pas reconnu immédiatement un nom célèbre, mais elle a identifié des termes, des tournures, des techniques d'atelier tardif liées à des cercles de modistes autour de Lyon et de Paris à la fin du XVIIIe siècle. Surtout, elle a relevé quelque chose que je n'avais pas compris. Ce n'est pas seulement une robe, m'a-t-elle dit. C'est une robe de présentation pour une exécution posthume. Je n'ai pas compris. Pardon ? Certaines couturières, certaines modistes, certaines préparatrices de cours ou de funérailles réalisaient des habits pour des corps qui ne participaient pas à la cérémonie de leur vivant, si je puis dire. Mais là, les annotations sont mauvaises. Elles ne parlent pas d'habiller un mort. Elles parlent de prélever la matière sur le vivant pour conserver le tombé exact. Je me suis entendu lui demander, d'une voix qui n'avait plus rien de mon ton habituel. « Et la poupée ?» Silence au bout du fil. Puis, un mannequin de mise au point. On testait parfois tout sur une petite forme avant de reproduire à l'échelle. Mais celui-ci me met mal à l'aise. Les proportions des coutures ne sont pas faites pour le tissu. Elles sont faites pour la tension. Je n'ai pas rappelé. Je suis retourné pourtant au domaine dans l'après-midi. Pas par courage, par compulsion. Il y avait encore mon matériel, certains disques durs, et cette idée insupportable qu'une partie du récit m'avait échappé dans l'atelier. Je voulais la récupérer ou la détruire. Le propriétaire m'a finalement rappelé pour m'autoriser à repasser, pressé, distrait, affirmant qu'il avait oublié de me prévenir que certaines pièces jouaient des tours la nuit à cause du bâtiment qui travaille. J'ai eu envie de rire et de le frapper en même temps. Quand je suis arrivé, la maison semblait parfaitement inoffensive. Plein jour, fenêtre ouverte au rez-de-chaussée, poussière visible, aucun frisson. C'est même cela qui m'a fait le plus peur, le retour brutal du décor. Comme si la nuit précédente n'avait été qu'un excès d'images. J'ai monté l'escalier, caméra en main, plus pour garder une preuve que pour filmer réellement. L'atelier était ouvert. Le mannequin renversé gisait encore là. Le dôme brisé au sol. Les carnets sur la table. Tout conforme à ma mémoire. Sauf la robe. La robe grandeur mature avait disparu du mannequin. J'ai d'abord cru à une erreur, un angle, un glissement au sol. Rien. Plus aucune trace du vêtement dans la pièce arrière. Pas un panneau, pas une manche, pas un ruban. Le mannequin n'avait plus que sa housse grise rejetée sur le côté, comme une mue vide. Et au centre de la table de coupe, exactement un endroit où se trouvait la poupée la veille, il y avait une nouvelle boîte à chapeau ovale, fermée d'un ruban. Je reculai aussitôt. Puis j'ai compris à l'odeur que je connaissais déjà la réponse. Pas la chair à vif, non. Quelque chose de plus discret, de plus insupportable encore. L'odeur d'une peau travaillée, nettoyée, assouplie, presque rendue élégante. Je n'ai pas voulu ouvrir la boîte. Je l'ai fait quand même. À l'intérieur, sur un coussin de satin fané, la poupée reposait sous son petit dôme réparé
ou remplacé. Je n'ai jamais compris comment. Peut-être existait-il un second verre dans l'atelier. Peut-être pas. Tout en elle avait changé. La robe était désormais achevée, splendide, parfaite. Les manches translucides, le corsage serré, les jupons souples, les poings si fins qu'on les distinguait à peine. Une création d'une délicatesse atroce. Et sur le devant du corsage, à l'endroit exact où mes marques du sternum dessinaient la première ligne de coupe, une zone plus claire formait un panneau minuscule, satiné d'une manière qui n'avait rien du tissu. Je me suis penché trop près. À travers le verre, j'ai vu sous la petite manche gauche 3 points rouges en triangle. La copie exacte des perforations qui marquaient ma peau au-dessus de la clavicule. La caméra a glissé de mes mains. Elle a continué à filmer en biais sur le parquet. C'est la séquence la plus difficile à regarder de tout ce que j'ai tourné, parce qu'elle ne montre presque rien et laisse tout entendre. On voit d'abord seulement le bas de la table, mes chaussures qui reculent, l'ombre du mannequin, les roues d'un portant. Puis, un bruit de fil qu'on tire, long, sec, presque tendre. Ensuite, des pas? Non, pas des pas. Ce froissement de plusieurs couches de tissu qu'on déplace avec méthode. Ma respiration devient complètement animale. Je répète non, 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 plusieurs fois, mais très bas, comme si par l'effort dans cet atelier revenait à accepter encore un essayage. Puis la caméra capture le détail que je n'ai moi-même découvert qu'au 3e visionnage. Le bas de ma chemise. Au niveau du flanc gauche, juste au-dessus de la ceinture, quelque chose la soulève de l'intérieur. Une ligne fine, un fil. Il ressort de ma peau à peine, tendu vers l'arrière hors champ, comme une couture qu'on commencerait à tirer. Je hurle alors pour la première fois de toute la vidéo. Un vrai hurlement. La caméra bascule encore quand je me jette vers la sortie. En passant, elle filme le mannequin de profil. Il porte quelque chose désormais. Pas toute la robe. Seulement un panneau encore humide fixé à l'épaule qui pend comme un morceau de satin trop lourd. Et au-dessus, la housse de soie grise s'est relevée juste assez pour laisser voir, au niveau du cou, une surface humaine que rien ne devrait recouvrir ainsi. Ensuite, il n'y a plus qu'une fuite. Escalier, vestibule, porte, dehors, gravillon, moteur. Ce que j'avais vécu la veille, mais plus vite, plus sale, plus vrai, parce que cette fois la maison ne cherchait plus à me séduire par sa beauté. Elle voulait seulement finir le travail. Je n'ai jamais remis les pieds dans le domaine. J'ai supprimé la vidéo publique que j'avais commencé à monter avant même de la publier. J'ai envoyé anonymement une partie des carnets à l'historienne. Le propriétaire a affirmé quelques semaines plus tard qu'il retirait la maison de la location pour cause de dégâts au dernier étage. Je n'ai pas demandé lesquels. J'ai gardé les rushs brutes, sans plus jamais les montrer en entier. Quelques extraits ont circulé, je le sais. On m'en a renvoyé par curiosité morbide, comme si j'avais envie d'être rassuré par le montage des autres. Le plus étrange, c'est que mes blessures ont guéri. Pas toutes de la même manière. Les points de piqûre ont disparu presque complètement. La longue entaille de nuque aussi. Mais certaines lignes fines, très pâles, restent encore sur le torse et les flancs. À distance, on les prend pour d'anciennes cicatrices de griffure ou de chirurgie légère. En réalité, elles dessinent toujours le même patron. Quand je sors de la douche, dans la buée, je peux presque suivre la coupe entière du corsage. J'ai cessé d'acheter de poupées anciennes. J'ai cessé de tourner dans des maisons où vivent encore des ateliers. J'ai cessé surtout
de croire que la beauté raffinée protège de la pourriture. Parce que le vrai piège de cette histoire n'est pas la douleur, c'est le goût. Cette chose savait exactement comment me garder plus longtemps auprès d'elle, avec du verre, de la soie, du vieux rose, des perles, des rubans, une légende de cour, une silhouette d'ancien régime. Elle ne m'a pas appelé avec des cris. Elle m'a appelé avec tout ce que j'aimais déjà cadrer. Il y a 3 semaines, pourtant, j'ai reçu un colis. Aucun expéditeur. Une boîte plate, élégante, enveloppée dans un papier crème que j'ai reconnu avant même de comprendre pourquoi. Le même grain que le papier de soie du marché aux puces. À l'intérieur, il y avait seulement une carte rigide, sans texte, et une petite chute de tissu plié. Je n'ai pas voulu la toucher à main nue. J'ai pris une pince de cuisine, comme un idiot, et je l'ai dépliée sur la table. C'était une miniature. Un nouveau panneau de robe, découpé pour un corps plus grand que celui de la poupée, mais plus petit qu'un adulte. Une sorte de pièce d'essayage, bordée d'un fil rouge très fin. Et à l'intérieur, glissé dans la carte, un cheveu blond très long, noué d'un ruban crème. Je n'ai jamais été blond. Depuis, il m'arrive de penser à autre chose que moi quand je repense au domaine, à quelqu'un d'autre, à la prochaine maison, au prochain vidéaste, à la prochaine personne assez sensible à l'esthétique pour vouloir la sauver, la montrer, la comprendre. J'imagine le dôme nettoyé, le visage de porcelaine très sage, la voix calme d'un nouveau vlog, la petite histoire de marché aux puces racontée comme un trésor. Et parfois, la nuit, quand j'éteins la dernière lampe de mon appartement, je retrouve cette sensation précise que je n'ai connue qu'avec elle. Pas la peur d'être observé en général, la peur d'être évalué. Comme si quelque part, derrière un verre ou dans un atelier que je ne verrai plus, quelqu'un regardait encore mes épaules, la ligne de mon cou, la courbe de mon flanc, en se demandant ce qu'il faudrait reprendre pour que la robe tombe enfin parfaitement. La semaine dernière, j'ai craqué. J'ai rouvert les derniers rushs. Pas tous. Seulement la séquence finale de la boîte à chapeau. Celle où la poupée repose sous le verre avec sa robe achevée. J'avais besoin de vérifier un détail. Je ne saurais même pas dire lequel. Peut-être juste la preuve qu'après tout ce temps, quelque chose m'échapperait encore et me permettrait de continuer à appeler ça un délire enregistré. J'ai mis sur pause. J'ai zoomé. Derrière la poupée, dans le reflet courbe du dôme, on distingue une silhouette. Pas moi. L'angle ne correspond pas. Pas le mannequin non plus. Trop petite. Trop droite. Une deuxième poupée. Presque identique à la première, mais nue. Posée un peu plus loin sur la table, comme si l'atelier préparait déjà le prochain patron. Et sur son torse de porcelaine, tracé très finement à la craie rouge, se trouvent les lignes d'un corps plus étroit que le mien. Un corps de femme.